Aujourd'hui, les États-Unis sont traversés par une peur existentielle de leur propre déclin. Et nous n'aurions pas droit à ce spectacle quotidien si derrière ce spectacle, il n'y avait pas cette peur. Une partie de la population blanche redoute la perte de sa majorité démographique. Elle craint de devenir minoritaire et de subir ce qu'elle a autrefois fait subir à d'autres. Et le pays tout entier craint un jour d'être rattrapé par la Chine. Mais ces peurs et cette culpabilité ne sont pas propres aux États-Unis. Elles existent aussi en Europe, et en particulier en France, chez nous, où la question de l'identité et du passé colonial est devenue un champ de bataille permanent. Après la séduction de la violence, vient, il faut en être conscient, l'irréversibilité d'un cycle de la violence qui ne s'arrête plus. C'est l'engrenage des guerres civiles, un cycle de représailles sans fin, où chaque riposte appelle une vengeance. L'histoire l'a prouvé au Liban, en Libye, en Syrie. C'est aussi la tragique leçon que nous pouvons tirer du conflit israélo-palestinien et de la guerre de Gaza, où chaque frappe rend toute réconciliation plus impossible encore. C'est aussi l'engrenage des rivalités entre superpuissances qui conduit mécaniquement à des jeux d'alliance, à des courses aux armements et à des guerres par procuration. Entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, le modèle à avoir à l'esprit, ce n'est pas tant la guerre froide, qui était fondée sur l'équilibre de la puissance et de la terreur, mais la mécanique fatale des rivalités entre l'Allemagne d'une part et l'Angleterre et la France d'autre part, qui ont conduit à l'engrenage de la guerre mondiale en 1914, selon la logique des somnambules. C'est enfin l'engrenage des impérialismes révolutionnaires qui se répondent en miroir et se nourrissent les uns les autres. Chaque camp croit devoir réagir à la radicalité de l'autre. Et le monde se retrouve piégé dans des choix insoutenables. Terreur révolutionnaire ou sainte alliance absolutiste, bolchevisme ou fascisme, comme Albert Camus, Vassili Grossman ou Jan Patočka avant nous, comme Tocqueville ou Hugo avant eux, nous devrons avoir le courage de tracer notre propre voie en évitant ces deux pièges de la violence absolue. À la fin de ce processus, la violence devient une drogue, une addiction, exigeant des doses toujours plus fortes. C'est la culture de la surenchère, nous en avons quelques exemples dans la France d'aujourd'hui, où face à l'échec d'une politique, on répond non pas en corrigeant cette politique, mais en la durcissant encore et encore. Cette mécanique est visible partout, elle est celle du Rassemblement national, qui ne cherche pas à résoudre les problèmes, mais à en dénoncer toujours de nouveau. Ainsi, sur l'immigration, la stigmatisation se déplace sans cesse, entretenant le flou entre immigrés et Français d'origine étrangère, poussant à une radicalisation qui n'a jamais de fin. La logique de la préférence nationale est un ticket sans retour, une fois qu'on commence à exclure, à discriminer, à diviser, il devient presque impossible de revenir en arrière. C'est aussi la culture morbide du déclin, qui est une obsession occidentale depuis des siècles. Chaque crise est perçue comme un prélude à l'effondrement. Et il est significatif qu'Elon Musk, qui a déclaré récemment penser à l'Empire romain au moins une fois par jour, incarne cette fascination pour la décadence, cette conviction que nous serions engagés dans une marche inexorable vers notre propre perte. C'est le climat de peur existentielle qui a été analysé brillamment par Oswald Spengler en 1918 dans Le déclin de l'Occident. Vous voyez, c'est pas jeune. Si nous n'y prenons garde, cette prophétie du déclin deviendra auto-réalisatrice. Nous sombrerons dans notre propre violence et nous perdrons non seulement notre sécurité, notre prospérité, mais également notre dignité. Soyons lucides, ces messianismes violents sont toujours dangereux, mais ils ne sont ni irrésistibles, ni inarrêtables. L'histoire nous l'a prouvé à plusieurs reprises par le passé. Quelles leçons faut-il en tirer ? Nous ne mettrons fin à de telles aventures que par la confiance en nous-mêmes, en nos valeurs, que par la ruse et que par la capacité à nous métamorphoser.
La confiance dans la République, dans la démocratie et dans nos peuples est certainement aujourd'hui notre plus grande force. Nous devons accepter de mener le combat pour ce en quoi nous croyons et refuser de nous laisser réduire au silence par la menace. En d'autres termes, ni renoncement, ni reniement. C'est la leçon tragique de la guerre d'Espagne en 1936, lorsque les démocraties, par leur timidité, ont laissé tomber l'une des leurs. C'est aussi la leçon de Munich qui a ajouté le déshonneur à la guerre. Nous devons nous rassembler autour de la République et tout mettre en œuvre pour qu'elle tienne ses promesses d'ordre et de justice. Cela implique une exigence absolue. Assurer l'autorité et la continuité de l'action de l'État sans compromis. Notre deuxième atout, c'est la ruse. La ruse d'Ulysse contre la force d'Achille. C'est la ruse parce que ces doctrines ne se corrigent pas par le débat rationnel. Ces doctrines, nationalistes, identitaires, sont imperméables aux faits. Vouloir corriger les mensonges est souvent peine perdue. Mieux vaut donner aux citoyens le goût de la vérité. Mieux vaut démontrer par l'exemple la supériorité de la raison sur la propagande. Vouloir affronter tous les adversaires de front, c'est risquer d'apparaître comme un fauteur de guerre. Volodymyr Zelensky a pu l'apprécier dans le bureau ovale. L'histoire nous apprend que les démocraties n'ont jamais triomphé sans alliance. Elles ont dû, par réalisme, s'appuyer sur des partenaires parfois éloignés de leurs principes. Le tsar pendant la Première Guerre mondiale, Staline pendant la Seconde, toutes sortes de régimes bien peu libéraux pendant la guerre froide. Cela signifie que nous devons défendre avec d'autres le multilatéralisme, l'universalisme et le respect de la souveraineté, même lorsque cela implique des compromis. Vouloir imiter l'adversaire jusqu'à lui ressembler, c'est une erreur stratégique fatale. La course européenne à la puissance, menée sans discernement à coup de dérégulation et d'investissement technologique, est une impasse dans un marché fragmenté. Préserver nos spécificités implique que nous soyons capables de jouer sur nos forces, ce qui veut dire préférer l'agilité, le saute-mouton au bras de fer, par exemple, en misant sur une intelligence artificielle massivement en source libre, plutôt qu'à reproduire le modèle des autres. Le troisième atout, notre troisième atout, c'est la métamorphose. Car c'est ainsi que les démocraties ont survécu à toutes les crises du passé. Face à l'absolutisme, elles ont appris la nécessité d'une incarnation de la nation au-delà de la simple représentation parlementaire. C'est la leçon de Washington, de Bonaparte, de Bolivar. Face au fascisme, elles ont compris le besoin d'un exécutif fort, capable d'unifier et de moderniser la nation. C'est la leçon de la présidence impériale de Roosevelt, comme de la Ve République de Charles de Gaulle. Face au communisme, elles ont appris à dépasser la lutte des classes en bâtissant un État-providence fondé sur la solidarité nationale. C'est tout le sens du pacte qui a été conclu en 1944. Face au trumpisme, quel vaccin devrons-nous inventer pour surmonter à nouveau cette crise-là ? Voilà bien la question brûlante de notre époque. Nous devons restaurer une démocratie vivante, résolue à renouer avec le peuple et capable de tenir en échec toute forme d'arrogance, du diplôme, du pouvoir et de l'argent, soucieuse du respect de l'intégrité des personnes et non de la satisfaction des individus. Le temps est au sursaut, il n'est pas encore aux solutions définitives. Aujourd'hui, il s'agit d'abord de prendre la mesure du danger et de comprendre la nécessité de mener la bataille sur deux fronts, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ce qui compte, c'est la raison pour laquelle nous nous engageons, pour l'indépendance de la France, pour les principes de la République, pour la recherche permanente de la paix. Nous perdrons des combats, nous devrons faire, dans les prochains mois, les prochaines années, des sacrifices douloureux. Nous aurons peut-être à faire face à des situations tragiques, mais nous gagnerons cette bataille. Nous l'avons fait en 1789, nous l'avons fait en 1914, nous l'avons fait
Ils étaient moins nombreux en 1940. Nous l'avons fait en 1947, au début de la guerre froide. Nous connaîtrons des revers, des doutes, des critiques. Certains penseront qu'aujourd'hui, devant vous, je suis trop alarmiste. Peut-être. Mieux vaut alerter et se tromper que de rester silencieux et de voir nos libertés disparaître. À l'heure des sirènes de l'apaisement, ce qui compte, c'est comment chacun d'entre nous choisira de s'engager. Il vous reviendra à vous, la jeunesse de notre pays, de porter haut le flambeau républicain, de défendre contre vents et marées notre modèle démocratique et de nous rassembler, à la fois fiers de notre histoire et sûrs de nos libertés, pour défendre, et c'est le vieux gaulliste qui parle, encore et toujours, une certaine idée de la France. Je vous remercie.